Voilà. Alors, on va ouvrir notre séance ce matin. Hein? C'est chouette, hein? Waouh! Mais bon, même si c'est comme ça, j'ai perdu un peu la main parce qu'il y a quand même presque 5 ans que nous n'avons plus fait de réunion. Un, dû au Covid, la dernière fois. Notre réunion qu'on devait avoir ici devait avoir lieu au mois de mars 2020, si mes souvenirs sont bons. Et c'est justement à ce moment-là que le Covid a été déclaré, tout a été fermé, donc on n'a pas pu avoir notre rencontre à ce moment-là. Alors, depuis 2019 jusqu'à maintenant, on a beaucoup de choses se sont passées et il est impossible. Beaucoup de photos ont été prises aussi. Alors, pour faire du triage dans toutes les photos, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur nos photos aujourd'hui, c'était un peu compliqué, ça a pris beaucoup de temps. Et j'espère quand même que ce matin, on va pouvoir regarder ces quelques photos ensemble. Alors, heureux d'être parmi vous ce matin. Et nous vous remercions pour le désir que vous avez eu de pouvoir ainsi nous avoir. Vous étiez la première église, dès que la nouvelle est partie de Elia là-bas, pour venir dans les assemblées, c'est Ruben, 2 jours après, il m'a envoyé un petit mail, tu me réserves une date. Et il a proposé 2-3 dates, et c'est ainsi que cette journée, elle peut avoir lieu. Alors, comme je disais, on a failli ne pas venir à cause de la maladie. Mais vous devez savoir que c'est pour nous un privilège précieux d'être avec vous ce matin. Merci encore à l'équipe dirigeante de l'Assemblée de nous avoir accueillis de cette manière. Alors, nous voulons profiter de vous transmettre les salutations de notre Assemblée à Pâturage, là où nous sommes basés, lorsque nous sommes en Belgique, nous sommes rattachés, mais aussi l'église de Jacobo qui se trouve là-bas en Zambie, n'est-ce pas, qui aussi me transmet les salutations, et en plus, toute l'équipe de la mission. Je ne vous donnerai pas les noms, vous ne les retiendrez pas, mais voilà, toute l'équipe de la mission qui sait que nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir parler de tout cela. Alors, j'ai perdu un peu la main dans la mise en place de tout ce qui est PowerPoint, etc. J'ai fait de mon mieux et il a fallu beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir le faire. Alors, j'espère que ce programme sera suffisamment explicite pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est donc au travers d'un PowerPoint, ce petit montage qu'on va partager avec vous, c'est quelques aspects, hein, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas tout, c'est impossible, n'est-ce pas, de pouvoir parler de tout, quelques aspects de notre ministère là-bas. Et cette rencontre, bien entendu, ne suffira pas pour pouvoir vous parler des multiples facettes de notre travail et du ministère, mais nous espérons tout simplement que le peu qui sera dit ce matin vous encouragera à continuer à être sensible à l'œuvre de Dieu là-bas et au-delà de vos frontières. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur notre pays, mais sachez aussi qu'il y a aussi une œuvre qui se fait à l'étranger et au-delà des frontières. Alors, cette œuvre, justement, elle témoigne de la bonté de Dieu, de sa fidélité au travers de sa grande générosité envers nous, nous qui sommes ses humbles serviteurs depuis 3 décennies, 30 ans. Vous savez, demain, il y a 30 ans, on décollait de Zaventem pour aller au Congo à ce moment-là. Déjà 30 ans. Alors, ce que vous allez voir ce matin, ce n'est qu'un petit aperçu de la bonté, de la fidélité, de la générosité de ce Dieu qui est grand et qui pourvoit à nos besoins jour après jour. Alors, 30 ans déjà, le 4 septembre, on arrivait le 5 septembre là-bas. Alors, on vous invite à nous accompagner pour faire un petit voyage. Oh, c'est pas loin. Quand c'est par Zoom, c'est pas loin. Quand c'est par PowerPoint, c'est pas loin. N'est-ce pas? Pour aller là-bas en Zambie, pour quitter ce pays qu'est la Belgique vers un autre continent, celui justement de la Zambie. Chez nous, là-bas, à Elia. Merci mon grand, ça fait plaisir, un peu d'eau, c'est chouette. Alors, voilà le coucher de soleil que nous avons de chez nous, là où nous sommes, n'est-ce pas? Nous avons le lac qui est là. Et on va faire un petit rappel, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait bien dire. Un petit rappel, donc nous sommes donc en Zambie, voici donc le pays de la Zambie ici, et nous nous trouvons là-bas dans le petit coin, au nord, il n'y a pas plus reculé que ça,
ne peut pas aller plus loin que ça. Oui, il y a 5 kilomètres en plus pour arriver à la frontière congolaise, mais voilà, c'est là que nous sommes. Alors, un petit rappel, la langue officielle, c'est l'anglais, c'est une ancienne colonie britannique, et donc on parle l'anglais, mais en plus de l'anglais, il y a plus ou moins 75 autres dialectes ou langues tribales qui sont parlées dans ce pays. Et la plus répandue, c'est le Chibemba, ou le Bemba tout court, n'est-ce pas, qui est la langue la plus répandue, plus ou moins 40% de la population parle cette langue, le comprend, et c'est la langue aussi que nous connaissons et dont nous parlons couramment. Nous le parlons, nous le lisons, nous prêchons dans la langue aussi, et nous l'écrivons en même temps. C'est aussi un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais connu de guerre civile, n'est-ce pas? Et c'est un des pays, et donc, vu qu'elle n'a jamais connu de guerre civile, c'est aussi un des pays les plus sûrs sur le continent africain. On entend un petit peu partout des coups d'État, etc., en Afrique de l'Ouest, etc., mais en Zambie, en général, vous entendez rarement quelque chose qui se passe là-bas. Alors, comme c'est un pays sûr, eh bien, venez, on vous accueillera, on vous accueillera. Certains qui sont ici ce matin, Fantine, Aurélie, sont venus nous visiter là-bas et peuvent être témoins de ce que je dis maintenant. C'est aussi un peuple paisible, un peuple chaleureux, et ceux qui y vivent, on dit qu'ils sont des... Voilà, merci, des gens bien. Hein, et on est loin de pouvoir l'être peut-être aux yeux de Dieu, mais en tout cas, on peut le dire en rigolant ce matin. Alors, nous sommes situés donc là-bas dans le nord de l'Afrique, nord de la Zambie, sur le lac Mweru, et nous sommes très loin des villes. Alors, la ville la plus proche de chez nous, c'est ici à Mansa, il y a 360 km. Et le supermarché le plus proche, la banque la plus proche, les marchands de matériaux, n'est-ce pas, tout se trouve là à Mansa. Et puis quand on ne trouve pas ici à Mansa, eh bien, on vient ici sur Chingola, sur ce qu'on appelle le Copperbelt ici, en passant par ce petit tronçon ici qui s'appelle le pédicule, qui est le Congo. Alors, c'est un petit coin reculé. Et sur cette carte, vous voyez un petit peu une petite infrastructure routière, ce n'est pas toutes les routes bien entendu. La capitale est ici en bas, elle s'appelle Lusaka. Et avant, quand on voyageait pour venir en Belgique, on devait se taper toute cette route-là pour venir à Lusaka, 1050 km pour notre aéroport le plus proche. D'accord? Et puis, un petit peu à la fois, il y a eu des aéroports qui ont été mis un petit peu plus. Et donc maintenant, nous partons à partir de Ndola ici, ce qui réduit quand même de 400 km notre voyage. Mais c'est quand même encore loin, hein, comparé à Zaventem ou Charleroi Sud ici, n'est-ce pas, où on n'a pas trop loin à aller. Alors, la ville la plus proche, c'est celle-là, c'est Mansa. Et puis, la pompe à essence la plus proche, elle est ici, dans un petit village ici, à Ntchelenge, 120 km, mais 120 km de très mauvaise route. Donc, vous savez un petit peu ce que ça peut être. Alors, nous sommes donc dans l'extrême nord de la Zambie. Là-bas, tout en haut, il y a une petite flèche qui va venir. Et on est sur les bords du lac Mweru. Et nous sommes à quelques kilomètres de la frontière congolaise. Voilà, ici, voilà le terrain qui nous a été donné par la chef tribale là-bas, n'est-ce pas? Et c'est là que nous sommes ici à Ilia. Vous avez la frontière qui se trouve ici avec le Congo et la Zambie qui se trouve là. Alors, c'est un lac qui fait à peu près 160 km de long sur 45. Et donc, voilà, c'est une belle piscine dans laquelle on peut aller nager quand on a un peu trop chaud. Alors, on va passer, voilà, comme introduction, juste pour nous rappeler un petit peu où nous sommes, etc. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au travail, au ministère. Alors, rappelez-vous de notre centre de ressources chrétiennes. Alors, je sais que nous envoyons nos lettres circulaires, je souhaite et j'espère qu'elles sont partagées, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour ceux qui nous suivent au travers de nos lettres circulaires, eh bien, vous avez régulièrement des nouvelles du centre biblique. Et donc voilà le centre biblique qui a été construit. Et elle dispose d'une librairie qui se trouve ici, une salle de stock par là, et puis dans la photo, elle ne se trouve pas, une salle de séminaire où on peut accueillir à peu près 70 à 80 personnes pour faire des séminaires, des petites conférences au sein du bâtiment. Et voilà, vous avez Rita ici, et puis vous avez Maman Kitalou, comme on l'appelle, mais elle préfère son nom de Elisabeth, hein, qui est son nom officiel, n'est-ce pas? Alors on va l'appeler Maman Kitalou ou Elisabeth, et c'est elle qui est responsable donc du centre biblique. Le centre biblique, pour nous, principalement, reste un outil important pour la propagation de la parole de Dieu, mais aussi pour la distribution de littérature chrétienne, des Bibles particulièrement.
Et nous voulons vous rappeler que nous sommes les seuls dans un rayon de 5 à 600 kilomètres à avoir de la littérature biblique disponible. C'est loin. C'est vrai jusque dans le nord, enfin au nord de nous, au Congo, mais aussi dans toute la région de chez nous, on est les seuls à avoir de la littérature, à encore posséder de la littérature, tant dans notre région que parmi le peuple de l'autre côté de la frontière au Congo. Et nous sommes très privilégiés d'avoir une bonne littérature, et surtout en Bible. Et vous allez avoir ici un petit aperçu de la librairie, n'est-ce pas? C'est une photo panoramique, et là, vous avez donc la librairie, vous avez ici Maman Kitalou, Elisabeth, Rita, et puis vous avez Mira ici, qui est une collaboratrice qui a rejoint l'équipe il y a combien? 1 an et demi à peu près? À peu près, qui est au fait la fille de Maman Kitalou de Elisabeth. Et donc là, comme vous voyez, nous avons des étagères un peu partout. Là, vous avez les livres en anglais, les livres en français, en swahili. Là-bas, c'est principalement le Bemba. Et ici, c'est tout ce qui est Bible et petits commentaires dans les différentes langues que nous avons là-bas. Alors, nous travaillons avec 4 langues. 4 langues, pourquoi? Parce qu'au Congo, c'est principalement le swahili, mais c'est aussi le français. Et en Zambie, c'est l'anglais et la langue de la région qui est le Bemba. Et donc, nous nous fournissons en littérature dans ces 4 langues-là. Et nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Alors, au travers du Centre biblique, on est aussi engagé dans le ministère de traduction. Et nous sommes encouragés par la traduction d'un fascicule que nous avons reçu de Audiovie qui s'appelle « Pour tous les enfants du monde, 30 leçons bibliques », c'est pour les écoles du dimanche, au fait. Et depuis 2 ou 3 ans maintenant, on a commencé la traduction de ce livre, il y a à peu près 90 pages, si mes souvenirs sont bons. Et alors, il y a aussi des images qui vont avec, que je ne vous montre pas. Et ceux qui sont en train d'aider à la traduction, c'est surtout mère et fille ici, parce qu'elles connaissent très bien la langue, le français, mais aussi le swahili, et en plus le Bemba. Donc, elles se sont attelées à traduire en swahili, mais aussi en Bemba, les cours pour que nous puissions les avoir et bientôt pouvoir les imprimer. Alors, on a terminé 25 leçons, il y en a 30 en tout. Il nous reste 5 leçons à faire et tout est enregistré. Les 25 leçons sont déjà enregistrées dans l'ordinateur pour qu'on puisse les avoir bien sur des feuilles, pour qu'on puisse les imprimer et les donner à certaines personnes qui vont pouvoir les corriger pour nous. Faire comme on appelle en anglais, du proofreading ou du editing, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais enfin, de la correction, n'est-ce pas? Pour voir si tout au niveau grammaire, vocabulaire et orthographe, tout est bon. Alors, il nous reste 5 leçons à faire, ça prend du temps, ce n'est pas une tâche qui est petite, et nous vous demandons de prier pour nos volontaires qui sont impliqués dans ce long, délicat et méticuleux travail de correction. Déjà, c'est compliqué, c'est difficile de traduire, parce que les 2 langues, le swahili est un petit peu plus complet, le Bemba, il est un peu pauvre, et donc il y a des fois des mots, des explications en français qu'on est obligé de faire toute une phrase pour pouvoir expliquer en quoi consiste le mot. Et donc, c'est pas évident des fois. Alors, nos églises locales là-bas, eh bien, ils savent qu'on est en train de traduire ça, ils ont besoin de matériel d'école du dimanche, et ils sont en train de nous pousser à chaque fois et nous demander à chaque fois, mais c'est quand vous aurez fini, c'est quand vous aurez fini. Mais ils ne réalisent pas en quoi ça consiste au niveau traduction, correction, et puis envoyer vers les imprimeurs pour pouvoir imprimer tout cela. Alors, on espère quand même que ce matériel va pouvoir être disponible bientôt. Et puis là, nous avons une jeune fille qui s'appelle Jane ou Jenny, n'est-ce pas? Ici à gauche, à droite, pardon. Et elle nous a aidés aussi à pouvoir faire du travail au centre biblique. Elle est comment est-ce qu'on appelle ça, une année sabbatique, si on peut parler de ça. Elle a terminé ses études secondaires et puis elle cherche maintenant à faire des études supérieures. Elle veut être infirmière, voire même médecin, Dieu voulant. Donc en attendant, elle s'est dit, je vais attendre pour voir un petit peu comment ça va aller. Et elle nous a rejoints. Un jour, elle est venue, elle a dit, moi je veux travailler ici, je veux vous aider, etc., etc. Elle est venue en tant que volontaire et donc voilà, on lui a faire un petit job d'étudiant et nous la payons en tant qu'étudiante pour qu'elle puisse se faire un petit peu d'argent pour qu'elle, quand elle va faire ses études, elle pourra avoir un petit quelque chose qui va l'aider à pouvoir démarrer dans sa scolarité. Alors, depuis 2021, le centre biblique, il est représenté dans un grand marché local. Alors là-bas, 2 kilomètres plus loin de la mission, nous avons un marché local qui se fait tous les 21 du mois. Alors,
je vous demanderai d'inscrire ça dans vos calendriers. Tous les 21 du mois, priez pour le stand de littérature à Lupia, donc à Elia. Parce qu'il y a là, et ça c'est un petit peu quelques photos du marché, ça a lieu tous les 21 du mois et le personnel de la mission se mobilise pour cette journée, une journée qui est entière. Ils commencent à 6 heures du matin pour aller monter le matériel, ils sont là jusqu'à 5 heures, 6 heures du soir pour tout démonter, tout ramener à la mission. C'est une très longue journée pour eux, mais ils voient beaucoup de gens qui viennent pour pouvoir acheter de la littérature. Et ce grand marché attire beaucoup de Congolais qui viennent, qui traversent la frontière, qui ont la possibilité de traverser la frontière, et pour venir acheter, faire leurs courses, mais aussi venir voir pour de la littérature. Et nous profitons de leur présence, justement, pour qu'ils puissent nous acheter de la littérature. Alors, on vend un peu de tout, n'est-ce pas? Matériel de cuisine, vêtements, un petit peu de tout là-bas, certains matériaux aussi, qui sont là aussi. Et notre présence là est un moyen, que Dieu nous offre pour pouvoir atteindre plus de personnes. Et comme nous avons tous ces Congolais qui traversent pour faire leurs courses, avoir le stand qui est là, ça leur permet aussi de pouvoir savoir que, on sait avoir des Bibles, c'est bien. On peut venir, il n'y a pas trop loin à aller, pour pouvoir avoir des Bibles. Alors, les débuts du centre, les débuts du marché ont été un peu compliqués. Et voilà, encore une photo panoramique ici, n'est-ce pas, qui montre un petit peu les débuts. Parce que nous n'étions pas suffisamment équipés pour pouvoir commencer quelque chose comme ça. Et au fait, c'était quand on était en Belgique encore, dans la période Covid, que le personnel, Maman Kitalou, a proposé, pourquoi pas aller faire quelque chose au marché. Et on leur a dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne initiative, allez-y, faites, et puis on verra bien. Et ils se sont débrouillés, et voilà. Donc vous voyez là-haut, juste 2 tables qu'ils ont pris chez nous à la mission, et puis tout ça c'est toute une fabrication locale avec des bambous, avec des bois qu'ils ont ficelés, qu'ils ont liés, etc., etc. Et puis on a pris une tente qu'il y avait chez nous, une bâche de chez nous, et ils se sont installés avec une table, avec un peu de littérature pour commencer le travail. Et donc voilà ici notre stand, c'est toujours le même emplacement que nous avons. En plus, la maison qui est juste derrière, ça appartenait à des chrétiens, donc ils nous ont donné un super bel emplacement où nous ne devons en principe rien payer et tout est gratuit pour que nous puissions être là dans ces moments-là. Alors, petit à petit, avec le temps, on a vu l'importance de notre présence là-bas et ça nous a permis de pouvoir nous moderniser un petit peu. Et on a eu l'occasion, Dieu nous a envoyé un petit peu d'argent pour qu'on puisse acheter cette tonnelle, enfin on appelle ça en anglais un gazebo, je ne sais pas si c'est le même mot ici, mais enfin bref, une tonnelle. Et là, on est en train de faire une petite formation avec le personnel de la mission, les ouvriers, et puis Maman Kitalou là-bas qui est en train d'inspecter pour voir si ça va convenir, c'est elle la chef. Alors voilà, et on a vu un petit peu comment étaler les tables, etc. Et donc voilà, on leur a fait ça pendant plusieurs jours avant de partir, etc. pour qu'ils puissent savoir un peu comment monter. C'est un truc très facile, il suffit d'enlever la toile et puis on prend par les 4 coins et tout revient vers le centre comme ça et ça devient un tout petit machin, très facile à transporter au lieu d'avoir des bambous qui prennent des longueurs pas possibles dans la voiture, etc., etc., et des bois, etc. Et donc voilà un petit peu le montage de ce nouveau stand. Et puis, ça bloque. Voilà, ça y est, les couleurs vont revenir. J'espère. Oui. Alors, vous êtes allé trop loin là. Retour en arrière. Ah non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Encore une fois. Voilà. Et donc, depuis décembre de l'année passée, plus ou moins, n'est-ce pas, on travaille maintenant avec ce nouveau système et c'est un petit peu plus facile aussi quand c'est la saison des pluies, n'est-ce pas, parce que quand c'est la saison des pluies là-bas, ça peut tomber assez fort et donc là, ça nous permet de pouvoir un peu protéger tout le matériel de littérature. Et ça nous permet aussi, c'est un petit peu plus grand que ce qu'on avait avant, et donc ça nous permet d'avoir plus de littérature disponible pour que les gens puissent venir acheter de la littérature. Alors, où est-ce que je suis ? Alors, je pense que dans l'avenir, on pourra peut-être améliorer cela, voir un petit peu comment ce qu'on pourra faire, le rendre plus efficace, mais avec ce grand marché,
Il y a des chrétiens qui viennent d'un peu partout, parce que ça se fait dans une région assez importante. Il y a des chrétiens, des gens qui viennent de partout pour pouvoir acheter de la littérature. Et on a été sollicité à aller faire des marchés ailleurs, de ce même genre, n'est-ce pas? Une à 25, une à plus qu'à 70 km de chez nous, pour aller faire et avoir une présence pour pouvoir avoir la possibilité de vendre de la littérature aux chrétiens dans cette région-là, n'est-ce pas? Et puis aussi, dans les conférences, quand il y a des conférences, on nous demande aussi si on ne peut pas aller avec de la littérature pour avoir un petit stand à la conférence, pour que les gens n'aient pas à se déplacer trop loin, pour pouvoir trouver de la littérature. Donc, ce sont des choses qui sont bien. Et puis, quand je passe la frontière, n'est-ce pas? Tantôt, je vous parlais qu'il y avait un petit morceau du Congo qu'on devait passer, le pédicule là, n'est-ce pas? Eh bien, à cette frontière-là, eh bien, j'ai 2 cartons de bananes. Chaque fois que je voyage, j'ai 2 cartons de bananes avec plein de littérature, des bibles de toutes sortes, etc., des dictionnaires bibliques, quelques petits commentaires, etc., concordances et tout. Et quand j'arrive à la frontière, souvent, la première question qu'on me demande, vous êtes venu avec des bibles? Alors, je leur dis oui. Si vous attendez que j'ai terminé toutes mes paperasseries ici, et après, on pourra faire tout cela. Alors, même à la frontière, et souvent à la frontière, alors là, je repars avec vraiment assez bien d'argent à cause de la vente, parce qu'ils ont soif de la parole de Dieu. C'est vraiment des occasions qui nous sont données. Bien sûr, ça nous met en retard dans notre voyage, parce que des fois on est là pendant 1 heure, n'est-ce pas, à essayer de voir, il y a tout le monde qui vient, et quand il y a un blanc qui passe là-bas, qui a ouvert ses portes, qui est en train de montrer des trucs, eh bien les curieux viennent voir aussi, et ça amène un tas de gens pour pouvoir ainsi voir la littérature. Alors, je crois pouvoir dire que le centre fonctionne bien par rapport à l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire la brousse. La brousse. On est en brousse là-bas. Et je suis sûr que nos ventes pourraient être bien meilleures si on avait un centre biblique en ville, n'est-ce pas? Mais voilà, on ne se plaint pas et le Seigneur permet à ce que l'on puisse avoir des ventes qui permettent à pouvoir acheter de la littérature aussi. Cet argent qui rentre permet de pouvoir acheter d'autres livres. Mais comme beaucoup de nos livres sont subsidiés, eh bien entendu, tout l'argent qui vient des ventes ne peut pas suffire à pouvoir acheter toute la littérature que nous avons besoin, et nous en verrons un petit aperçu un petit peu plus tard. Alors, justement, parlant de ce projet littérature, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Vous savez ce que c'est, ça? Allez, ici. Qu'est-ce qu'il est dit, là? Timothée. N'avons-nous pas dans notre Bible 2 livres qui s'appellent la première et deuxième épître de Timothée? Voilà, ça c'est une Bible en Bemba. Elle est vieille, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en trouverait des Bibles de cette façon-là, dans cet état-là, ici en Belgique? Souvent, quand il manque 2 pages, ou elles sont un peu chiffonnées, hop, on va tout de suite à la librairie, on en achète une nouvelle, n'est-ce pas? Cette Bible, elle a facilement 30, 40, peut-être même plus d'années. Et alors, quand je pensais à mettre cette petite photo-là, eh bien, je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme commentaire? Et vous savez, la première qui est venue, c'est celle que l'on trouve dans Apocalypse, où Jean, il donne un avertissement à tous ceux qui retranchent ou qui rajoutent quelque chose à la parole de Dieu parce qu'ils seront condamnés. Alors ici, on peut bien dire, la dernière page, c'est le premier chapitre de 1 Timothée. Après, il n'y a plus rien. Alors, je me suis dit, non, ce n'est pas le texte que je dois mettre. Ce n'est pas le texte que je dois mettre. Et puis, j'ai envoyé un petit mot à la photo à l'un et à l'autre. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ou alors, peut-être, pour la personne à qui appartient cette Bible, il pourrait dire, je serre ta parole dans mon cœur. N'est-ce pas? Là, on pourrait vraiment dire que cette personne a bien utilisé sa Bible, n'est-ce pas, pour pouvoir l'avoir dans cet état. Alors, quand on voit des Bibles comme ça, forcément, on est content d'avoir des toutes nouvelles Bibles à leur proposer. Et là, eh bien, en 2021, nous avons reçu un gros don pour pouvoir acheter de la littérature ici en Belgique, en français et en anglais aussi, en France, mais aussi ici en Belgique. Et c'est un don de 5 000 € que nous avons reçu pour pouvoir acheter de la littérature. Et on a acheté beaucoup de littérature pour pouvoir envoyer là-bas. Alors, c'était en juillet-août 2021 où nous avons reçu ce gros don. Et nous avons acheté principalement de la littérature française.
ici. Parce qu'en Angleterre, nous achetons la littérature en anglais, bien entendu. Et là, comme là-bas en Zambie, on ne peut pas trouver de la littérature française, au Congo, il y en a encore moins, alors forcément, c'est d'ici que ça doit partir. Mais les frais de transport d'ici à l'Angleterre, là où nous envoyons pour les conteneurs, etc., pour que ça puisse partir là-bas, eh bien, et puis une fois que ça arrive là-bas, on a encore 600 km à se taper avec un véhicule, n'est-ce pas, pour pouvoir amener ça sur la mission. C'est des longs trajets, c'est des coûts importants. Donc voilà, tout a été pris en charge. Et là, vous voyez, la palette qui était arrivée à Chingola, donc à 600 km de chez nous, avec le véhicule, eh bien, dans le véhicule, il y avait presque que de la littérature, n'est-ce pas? Peu de provisions. Et là, vous voyez un petit peu la voiture, comment elle est sale. C'était le début de la saison des pluies, elle était un peu sale sur les mauvaises routes Punawa. Et voilà toute la littérature qui va bientôt aller donc maintenant à la librairie pour être mise donc sur les étagères. Alors cette littérature nous a beaucoup aidés. Jusqu'à maintenant, nous en avons encore, n'est-ce pas? Parce qu'on en avait acheté assez bien. On avait reçu aussi pas mal de Bibles gratuitement de la librairie là où nous les avons achetées, et ça nous a beaucoup aidé de pouvoir diminuer les prix d'un côté, augmenter un petit peu les prix des Bibles gratuites qu'on a eues pour pouvoir compenser un petit peu et avoir des prix moins chers pour certains. Parce que donner des Bibles là-bas, ça ne marche pas toujours bien. Hein. Ils n'en prennent pas soin, donc en général, c'est toujours payant. Mais on essaye d'avoir des bons prix, justement, pour qu'ils puissent pouvoir justement les acheter. Alors cette palette est arrivée en Zambie et puis elle est arrivée chez nous à la mission le 24 décembre. C'est un beau cadeau de Noël pour nous et pour la librairie en 2021. Alors, vu les coûts importants de transport, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons faire un gros achat. Une fois, allez, ici, il y a 2 ans qu'on a fait celui-là, donc cette année, on aimerait bien encore faire un lot, n'est-ce pas, de littérature, on va en parler d'ici peu, de cela, ce projet de littérature, avec les coûts que cela engage pour pouvoir faire cela. Eh bien, on aimerait bien aussi faire un gros lot pour pouvoir envoyer, et ainsi, on sera encore tranquille pendant peut-être 2 ans, voire même peut-être 3 ans, parce que les coûts de transport sont assez conséquents. Alors, le budget pour l'achat de cette littérature, eh bien, plus ou moins la même chose que la dernière fois. On avait reçu un don de 5 000, donc on a mis 5 000 aussi, et nous n'avons pas encore cette somme pour nous, pour pouvoir acheter cela, mais nous restons confiants que le Seigneur va pourvoir d'une manière généreuse, comme il l'a fait la dernière fois, à ce besoin si utile et nécessaire. Je me souviens, la dernière fois en juillet, on avait envoyé un petit mot dans les assemblées, et puis 2 jours après, il y avait 5 000 € qui tombaient sur le compte pour pouvoir acheter de la littérature. Ça a été très vite, très très vite. Alors on espère que ça aille aussi vite cette fois-ci, n'est-ce pas, pour que l'on puisse avoir cette littérature pour pouvoir aller là-bas avec. Alors nous comptons sur vous pour intercéder pour ce projet. Demandez au Seigneur qu'il pourvoie donc à ce besoin. Alors, on va quitter ce chapitre maintenant. Je vais céder la place à Rita. On va vous parler d'un petit sujet, un autre aspect du ministère qui va vous faire craquer, surtout les filles, les dames, n'est-ce pas? Et qui va faire craquer vos cœurs. Alors j'appelle Rita pour qu'elle puisse donner quelques données. Voilà, je prends mes feuilles ici. Voilà, et moi je suis par derrière. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Et je crois que c'est la première fois que je vais vraiment parler de ce ministère parmi les enfants et les bébés. C'est un ministère important. Souvent, on pense que quand on est missionnaire, c'est pour servir Dieu, pour prêcher la parole et pour amener des gens au Seigneur. C'est pas forcément ça tout le temps. Le plus important aussi, c'est de leur montrer l'humanité des chrétiens. Jésus était un humain et il a souffert et il a vu les gens souffrir et il a pleuré. Et donc nous devons aussi associer l'aspect humanitaire à notre travail de missionnaire. Et je dois avouer que c'est un travail assez important pour moi, n'est-ce pas les filles, hein? Nous recevons beaucoup de bébés et de gens qui sont dans la souffrance. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de nos bébés. Sur nos lettres circulaires, je vous parle du travail de programme de nutrition, mais je veux aujourd'hui vous faire vivre ça avec les bébés. Vous montrer qui sont ces bébés, ce ne sont pas des étrangers.
Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et je vous présente Maureen. Je crois que vous l'avez rencontrée, Maureen, les filles, parce que... Non. 2021 ? Non, vous ne l'avez pas rencontrée. C'était après vous. Elle nous est arrivée, malheureusement, sa maman était une très très jeune femme qui n'avait pas 20 ans. Et elle s'est retrouvée enceinte, pas de papa, et la petite Maureen est arrivée et la maman en accouchant est décédée. Il y a eu des complications, elle était trop jeune et bon. Et on nous a amené ce bébé à la mission. Et évidemment, ça m'a fait craquer, comme toujours. Je craque quand je vois mes bébés. Et tout de suite, on l'a pris en main. Et l'avantage que ce bébé a, c'est que ses grands-parents sont chrétiens. Donc, elle a été récupérée chez les grands-parents. Et elle a une vie dans une famille chrétienne. C'est très important. En plus, ils ne vivent même pas à 2 kilomètres de chez nous. Et je les vois régulièrement. Donc la petite est très habituée avec nous. Et puis on peut voir la progression de la vie de cet enfant. Voilà ses grands-parents. Et quand elle était toute petite, là-bas. Ça, c'est toujours elle, notre petite Maureen. Le grand-père est heureux. Ah oui, ils sont très heureux. Et c'est elle, en mars cette année, là-bas en haut, avant que je parte, c'était elle. Regardez le changement. Elle marche, elle est rayonnante de joie, cet enfant. Et vraiment, nous sommes très encouragés. Donc, ses parents font partie de la même église que nous. Ce sont des CMML, comme ils disent en Zambie, les Christian Missions in Many Lands. Le deuxième bébé que je vais vous montrer s'appelle Shadrach. C'est le petit Shadrach. Et justement, cette photo, on voit que je leur propose le lait. C'est le genre de lait que nous utilisons là-bas, c'est le lactogène. Quand nous l'avons accueilli, la dame qui est avec lui, c'est sa tante. Et elle est arrivée avec lui un jour, et la sœur de cette dame était décédée et avait ce bébé. Elle était décédée de maladie, pas à cause de son accouchement. Donc le bébé avait déjà quelques mois, mais il ne savait plus le nourrir. En plus, cette dame, la tante, avait déjà un autre enfant, le petit qui est sur l'autre photo, et c'était très difficile pour elle de s'occuper de 2 enfants qui étaient pratiquement du même âge, de les nourrir. Elle n'avait pas assez de lait maternel, donc il a fallu suppléer. Et cet enfant a grandi et maintenant il va très très bien. Passons à la photo suivante avec d'autres bébés. La petite au milieu, est-ce que vous vous souvenez d'elle, les filles? Oui, c'est Rita. C'était une petite fille que nous avons récupérée à la naissance et qui est handicapée et qui devait en principe mourir. Elle n'avait pas beaucoup de chance de vivre, mais elle s'en est sortie. Et maintenant, elle accueille les autres bébés qui viennent à la mission. Et le bébé Robert, qui est là, Robert en français, qui est là-bas sur la gauche, sa maman est une femme de petite taille. Et quand elle a accouché, malheureusement, elle a dû subir une section césarienne. Et infection, donc presque pas de lait, etc. Et elle est venue à la mission en criant au secours. Son bébé allait mourir si on n'intervenait pas. Et nous avons pris en main ce petit Robert. Et là, comme vous le voyez, il est déjà en bonne santé, là. Il va très bien. Je ne veux pas vous montrer des histoires dramatiques aujourd'hui, ni des photos choquantes. Je veux vous montrer des histoires de bébés que Dieu a pris dans ses mains et qu'il a fait des choses extraordinaires pour ces bébés. Et l'autre bébé s'appelle Boyd, et c'est sa grand-mère qui est là avec lui, une dame assez âgée. Ça ne se voit pas très fort sur la photo, mais elle est assez âgée. Sa fille est décédée, et la famille est venue apporter les enfants. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 enfants chez la grand-mère, dont ce bébé. Elle ne savait pas nourrir ce bébé, en plus c'est une femme pauvre. Et elle est arrivée tout de suite à la mission. En plus, elle fait partie aussi du groupement d'église à laquelle nous adhérons. Et donc, on lui a dit, allez tout de suite à la mission, maman Rita va s'occuper de vous. Et on a récupéré Boyd. Et je l'ai vu aussi 1 semaine ou 2 avant qu'on reparte. Et je dois dire que c'est un petit garçon bien dynamique maintenant. Il marche tout seul et il bouscule tout le monde. Donc, il va très bien et la grand-mère est ravie, vraiment ravie. Autre photo, maintenant, c'est John et Shadrach. Un autre Shadrach. Oui. La dame dont je vous ai parlé, qui était la tante,
et qui avait déjà un enfant, John. Je vous montre maintenant une photo des deux enfants quand ils ont grandi. Donc sur ses genoux, c'est son enfant à elle, et celui qui est par terre, c'est le petit Shadrach. Il a toujours une petite mine tristounette, mais il n'est pas triste. C'est sa façon d'être. Mais il n'est pas triste du tout, et ils sont en très très bonne santé. Et on peut continuer à les aider, malgré que le programme de nutrition est terminé. Nous continuons à les aider, nous n'abandonnons pas les enfants. C'est important de continuer à les suivre, même au niveau spirituel, c'est bien d'avoir un impact sur les familles. Et en aidant les enfants, nous avons un accès aux familles, ça c'est clair. Prochaine photo. C'est Agnès, Agnès en français. Elle nous est arrivée dans cet état. Elle avait les yeux un peu gonflés, donc ça voulait vraiment dire qu'il était temps de la sauver. Quand ils ont les yeux gonflés comme ça et qu'ils sont tristounés avec le visage, ils sont presque en phase de malnutrition. Donc il faut intervenir assez vite. Et la dame qui s'occupe d'elle, c'est probablement une tante. On n'a pas très bien compris son rôle, mais elle avait l'air d'être une tante. Et là en haut, maintenant, c'est la petite Agnès, en 2023, 5 mois plus tard. Regardez qu'elle est belle, on dirait une photo, une poupée. Elle est dynamique, elle est très heureuse, elle gazouille tout le temps, et elle va vraiment, vraiment bien. On a failli la perdre parce que la dame qui est là vit dans un village vraiment très retiré, et ils n'ont aucune notion de l'hygiène. Et donc nous avons dû passer des semaines de formation, d'enseignement, pour expliquer qu'il faut absolument stériliser les biberons, qu'il faut faire attention à l'eau qu'on utilise, il faut la bouillir, etc., etc. Mais quand ça ne fait pas partie du quotidien, les gens oublient d'agir comme ça. Et un jour, on nous ramène un bébé déshydraté, diarrhée, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la rigueur de l'hygiène, quoi. Donc, quand on donne un programme de nourriture aux familles, on ne donne pas et partez. Non, non. On donne et puis ils doivent rester et recevoir un enseignement. Comment utiliser ce lait, comment stériliser les biberons et comment bouillir l'eau, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils font au quotidien, donc ils ne savent pas exactement comment agir. Et c'est important que nous les enseignions. Donc, vous voyez, c'est la même chose ici. Si vous voulez apporter des Bibles aux gens ou des traités aux gens, c'est bien de donner un traité et de les laisser partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces traités? Il y a un suivi aussi qui doit c'est une continuité. Donc donner le lait et le biberon et leur dire au revoir, c'est pas suffisant. À tous les coups, vous devez savoir qu'on va perdre des bébés. Donc il y a un suivi aussi. Prochain enfant, c'est le John de Kapati. Lui, c'est une très triste histoire. C'est en brousse, c'est facilement... 15 km, 16 km. Kapati et très loin, et la maman a accouché et elle a été accusée de sorcellerie. Et ce qui s'est passé, elle a été lapidée. Et quand ça arrive comme ça, le bébé, il a un mauvais héritage sur les épaules. C'est le bébé de XY. Donc, on ne va pas vouloir le soigner et en général, il meurt. Personne ne va vouloir s'occuper. Mais la grand-mère a été assez courageuse et a décidé de se battre pour son petit-fils. Elle nous l'a amené à la mission. Elle a fait, c'est plus que 15 km, si tu... Oui. Elle est venue à la mission et chaque fois qu'elle vient chercher le lait, c'est une journée de perdu. Elle part très tôt le matin de chez elle, elle vient chercher le lait, elle arrive chez elle le soir, il fait déjà noir. Mais elle est courageuse, cette maman. Elle est vraiment courageuse. Et elle ne savait même pas si on accepterait de l'aider, parce qu'en général, on n'aide pas les gens dont la famille a été accusée de sorcellerie. Ils ont toujours très peur. Mais moi, ça ne peut pas me toucher. Vous savez pourquoi? Parce que je suis protégée par le sang de Christ. Et personne ne peut toucher un enfant de Dieu. Donc il ne faut pas avoir peur des gens qui nous veulent nous jeter des sorts ou nous faire du mal. Ça ne marche pas.
parce que nous appartenons au Seigneur Jésus. Et donc ce bébé est venu dans nos mains. Regardez qu'il est beau. Hein. Ça, c'est après qu'on l'ait habillé, hein, parce que quand il est arrivé, il n'était pas dans cet état. Hein, les filles, vous vous souvenez, on doit toujours tout déballer, les habiller, etc. Et voilà, c'est notre petit John. Quand nous donnons le lait, nous ne donnons pas que le lait. Hein. Il y a aussi des vêtements à donner. Hein. Nous devons les habiller, les langes, etc. Et les soins. Hein. Il faut les soigner. Et nous avons notre frère, Dr Mwansa, qui travaille en collaboration avec nous. Et chaque fois que l'on nous amène un bébé, première chose que je fais un genre d'anamnèse, et puis je le fais envoyer chez Papa Mwansa qui examine l'enfant pour voir s'il n'a pas un problème, la gale ou des vers intestinaux ou d'autres problèmes qui peuvent survenir là-bas. Et ils sont soignés, et puis ils reviennent à la mission et ils commencent le programme de nutrition. Donc ce n'est pas un travail, juste donner du lait et un biberon, je le répète, c'est tout, hein, ça englobe tout un travail, Voilà. Si tu veux passer à la prochaine. Et nous terminons avec nos triplés. C'est la deuxième fois dans ma vie en Afrique que j'ai des triplés. La première fois, nous avons réussi à en sauver 2 sur 3. Et cette fois-ci, cette semaine, j'ai encore eu des nouvelles et ils vont tous très bien. Ils vont tous très bien. Nous avons eu au mois de mars et c'est la maman. En première grossesse, elle avait eu des jumelles. Et le mari n'était déjà pas très content parce que c'était déjà beaucoup de travail. Deuxième grossesse, qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il a fui. Il a fui parce que c'est 3 fois des biberons, 3 fois des vêtements. C'est énormément de travail. Pour des gens de brousse, c'est énorme. On ne peut pas le juger, le papa. Il a paniqué, tout simplement. Hein. Il s'est dit 2 la première fois, 3 la deuxième fois. Il est parti. Donc, on nous a amené ces bébés. Ils étaient vraiment squelettiques au début. Mais maintenant, alors là, j'ai reçu la photo cette semaine. Il n'y avait pas de place pour la mettre là, mais ils se portent très bien. Et alors, c'est toute une épopée parce qu'elles viennent à pied. Elles ont une vingtaine de kilomètres à faire à pied. Et elles viennent, la grand-mère et la maman, avec les 3 bébés. Et sur la route, ils se font tout le temps arrêter par tous les gens. Ils sont toujours vivants. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est la mission. Et alors il dit oui. Et puis Dieu, il fait du travail. Et elles sont en train de prêcher l'œuvre de Dieu grâce à ça. Et nos bébés vont très bien. Et la maman a repris aussi du poids maintenant. Et c'est tellement important que eux aussi, parce que nous les avons aidés, maintenant eux font un travail d'évangélisation et de propagation de la bonté de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement nous les missionnaires. Nous faisons partie d'un ensemble de travail. Et les autres, maintenant, font tout le reste du travail et montrent la bonté de Dieu. C'est prouvé. Ces bébés retournent toutes les semaines chez eux en bonne santé et les gens peuvent parler du Seigneur. Et il n'y a rien à prouver. Il n'y a qu'à regarder les bébés. Et la maman qui rayonne de joie. Hein. Et ces femmes aussi, elles viennent aussi dans une de nos assemblées CMML. Donc, je veux vraiment vous encourager à persévérer dans la prière pour ces enfants. Quand je vous écris qu'on a ce programme de nutrition, on a autant de bébés. Là, pour le moment, on en a 10. Je ne veux pas aller plus loin que 10 parce que c'est beaucoup de budget, c'est beaucoup de travail. Et puis, je m'investis aussi personnellement dans mon cœur. Hein. Moi, je les aime, hein, ces bébés. Et je veux savoir comment ils vont, comment ils grandissent, physiquement, comment ça va. On passe du temps avec eux, n'est-ce pas, les filles, hein? Quand ils viennent, on les prend, on joue avec eux pour voir s'ils sont mobiles, si leur cerveau grandit bien, etc. C'est un grand travail. Et quand ils rentrent chez eux, ils peuvent propager maintenant la bonté et l'amour de Dieu autour d'eux. Voilà. Je voulais vous parler de nos bébés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, merci Rita pour cette touche d'humanité dans le service. Un domaine bien différent de celui que nous avons souvent là-bas. Alors, on va passer maintenant à tout un autre sujet, un autre projet. Celui-ci est important pour le fonctionnement de la mission, pour le bon fonctionnement de la mission. Et c'est pour vous présenter un petit peu un véhicule utilitaire qui vieillit, qui prend de l'âge, qui nous cause des soucis et des problèmes maintenant.
Les filles qui sont là savent ce que c'est. Hein. Fantine, tu l'as conduit cette bagnole-là. Hein? Ah, t'aimais bien, hein, je me souviens. Hein. Et donc, c'est un véhicule utilitaire qui nous a été donné par une organisation qui s'appelait Ingénieurs sans frontières, qui était au Congo dans le passé. Puis quand la guerre est arrivée avec Kabila, ils ont été tous rapatriés, ils ne savaient pas que faire du véhicule, ils nous l'ont donné. Ce véhicule n'avait que 2 ans lorsque nous l'avons reçu. Et il est dans sa 27e année aujourd'hui. Alors, c'est un véhicule qui nous a bien servi. Et vraiment, c'est la chair de poule d'ailleurs, hein, en disant ça, vraiment nous bénissons Dieu pour ce véhicule. Sans ce véhicule-là, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Hein, et ça aurait été très très difficile. Alors, depuis plusieurs années maintenant, 3 ou 4 ans, le remplacement de notre pick-up est dans nos cœurs, mais aussi dans nos prières. Et je dois vous avouer que ce véhicule est un outil de travail important, essentiel pour la mission. C'est avec ça qu'on fait toute notre tractation de matériaux, etc., pour pouvoir construire, mettre en place certaines structures, etc. Et il nous aide vraiment beaucoup. C'est un vrai tracteur. C'est un vrai tracteur. D'ailleurs, nos mauvaises routes ont même peur de lui. C'est juste pour vous dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un véhicule comme ça là-bas, n'est-ce pas? L'état de nos routes peut nous permettre de justifier un véhicule comme celui-là pour travailler là-bas. Peut-être certains, on m'a déjà fait des remarques, oh, regarde-les, ils ont des 4x4 ici et là, hein, des remarques comme ça, mais il faut venir sur place pour venir voir un peu ce qui se passe et la raison pour laquelle on a besoin de véhicules comme celui-là, n'est-ce pas? Alors ici, ce pick-up, eh bien, il nous a bien servi et je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans ce véhicule. Alors, juste quelques petites choses qu'on faisait, hein, voilà. Fantine, lorsqu'elle est venue, ils ont fait une petite compétition pour savoir qui allait remplir le fût le plus rapidement possible avec les ouvriers. J'ai trouvé cette photo-là, je me suis dit, je vais la mettre dedans. Aurélie, Aurélie, si j'avais su que tu venais aujourd'hui, j'en aurais mis une de toi aussi quelque part. Enfin bref. Et alors voilà, on allait chercher de l'eau au lac, on introduisait le véhicule dans l'eau, on avait des fûts, on les voit là un tout petit peu, voilà, on les voit ici en bas, et puis on allait les remplir, et puis on revenait, on remontait, et puis on les pompait, et puis les hommes, ils partaient de nouveau vers le bas. Alors là, il y a 6 fûts, donc il y a à peu près 1,5 tonne d'eau, parce qu'il y a aussi d'autres petits bidons qui sont là. On allait au lac, n'est-ce pas, sur les plages, pour aller chercher du sable, pour les constructions, hein, et puis ici, quand on allait dans les conférences, eh bien, il fallait bien partir avec un véhicule mid. Ça n'existe pas là-bas en Afrique, n'est-ce pas? Il faut toujours faire en sorte pour qu'il y ait quelque chose dedans ou des gens dedans que l'on peut aider, etc., etc. À chaque voyage que l'on fait, on nous demande toujours de les aider, de les transporter, de les acheminer à un tel endroit, sur notre route et tout et tout. Et donc ça, c'est un véhicule qui nous a beaucoup aidé. Et là, maintenant, il a été utilisé suite au retour d'une conférence comme taxibus. Et puis, voilà, on a une petite remorque. Là, on est allé chercher des poteaux de bois avec les hommes en brousse. Et là, là-bas, un transport un peu spécial, hors gabarit. C'est des tôles qui font 6 mètres de long. Alors, ça dépassait quand même assez bien. Comme disaient certains collègues missionnaires, pas collègues missionnaires, certains visiteurs qui sont venus nous visiter, comme Jérémie, par exemple. Jérémie nous disait, « Oh, mais en Belgique, tu ne pourrais jamais faire ça, hein !» C'est vrai, on ne pourrait jamais faire ça. Et ici, les charpentes de l'église de Jacobo, aussi, qui faisaient à peu près 5,50 mètres de long, on a les emmenés là-bas. Et puis, les longs trajets que nous faisons sur les routes. Comme vous avez vu sur la carte, la ville la plus proche est à 360. Si on trouve pas ce qu'on a besoin, c'est à 600 km que nous devons aller. Et ce véhicule, je dois vous dire, il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et là, vous voyez, en saison sèche, l'état des routes que nous avons là-bas, n'est-ce pas? Ce n'est pas des autoroutes. Et puis ça, c'est en saison des pluies, mais là, on est juste à l'arrêt pour prendre un break. Et donc, comme je disais, depuis des années, nous cherchons à remplacer ce véhicule et nous l'avons gardé longtemps et la plupart de la maintenance, c'est moi qui le faisais. Quand on est en brousse, eh bien, il faut savoir être débrouillard. Quand il y a un problème, eh bien, c'est soit de se taper 600 km avec le véhicule et que ça devienne pire et qu'on répare encore quelque chose de plus grand, n'est-ce pas, à faire, ou alors on essaye de faire sur place. Il y a juste les gros travaux que nous n'avons pas pu faire sur ce véhicule. Et récemment, nous avons dépensé 2 ou 3 000 euros pour essayer de le remettre un petit peu en état pour qu'on puisse encore le garder 1 an ou 2, en attendant justement
que nous ayons un nouveau véhicule. Alors, nous avons des vues sur des véhicules similaires et on va vous les montrer. Ça y est. Ah non, ça y est, ça vient. Voilà, celui-là là-bas en haut est un véhicule similaire, sinon c'est un modèle plus récent. C'est une simple cabine 4x4. Elle existe aussi en double cabine 4x4. Et puis vous avez un véhicule qu'on appelle le hardtop, n'est-ce pas, qui est là, qui est un véhicule aussi considéré comme utilitaire en Zambie, mais qui est plutôt pour du transport de personnes, transport de marchandises, etc. Là, ça serait difficile de mettre des fûts d'eau, d'aller chercher des pierres, du gravier, des trucs comme ça avec un véhicule comme ça. Donc là, on est en train de voir et de réfléchir pour savoir quel genre de véhicule on pourrait prendre pour pouvoir faire cela. Alors le budget de ce véhicule, il est grand. Hein. Vous savez que les véhicules, même des SUV ici, ça, on peut payer des prix forts pour pouvoir ça. Alors imaginez un 4x4. Mais nous avons le privilège en Allemagne, nous connaissons une mission en Allemagne qui peut nous avoir des véhicules presque à prix de rabais. On a eu l'autre véhicule que vous avez vu tout au début, le Prado, n'est-ce pas? On a eu à un prix très très intéressant. Si on avait dû l'acheter en Belgique, on aurait payé le double de ce qu'on aurait dû payer. Et là, on a pu l'avoir à un bon prix. Donc on espère encore pouvoir commander ce véhicule-ci pour pouvoir continuer à travailler et avoir un véhicule qui sera un petit peu plus nouveau. On prend de l'âge aussi, et puis forcément, on n'a plus les capacités de pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Et donc, un nouveau véhicule, ça nous permet d'être un petit peu plus tranquille quand on fait nos voyages et ne pas s'inquiéter sur les routes. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, il y a ça qui ne fonctionne pas bien. Est-ce que je vais arriver à bon port, etc., etc. Toutes des choses qui nous tracassent. Et donc, voilà. Donc, voilà un petit peu. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va peut-être choquer un petit peu, mais ne soyez pas choqués. C'est vraiment une nécessité. C'est important. C'est important. Donc, voilà. Alors, grâce à Dieu, nous avons réuni donc 40 000 €, c'est le budget nécessaire. D'accord? Et ça, c'est un budget. Ici en Belgique, j'ai été voir un petit peu sur Internet, il faut dans les 60 65 000 € pour avoir un véhicule tel que ceux-là. Alors, et c'est sans option, c'est sans rien, c'est sans les options pour l'Afrique, par exemple, des ressorts, comment on appelle ça? Oui, non, des ressorts renforcés, par exemple, là-bas, on a des ressorts renforcés, des doubles tanks à carburant. Hein. Donc le pick-up que j'avais, que je vous ai montré, notre vieux là, eh bien, nous avons 190 litres de carburant, nous avons 2 réservoirs. Okay. Alors je ne vous dis pas, quand on fait le plein, c'est pas un petit 50 € ou 60 € comme ici en Belgique, c'est dans les 200, 250 €, 300 € pour faire le plein. Et avec ça, on fait 1200, 1300 km. Hein. Donc voilà. Mais c'est nécessaire, parce que notre pompe à essence est à 120 km. Quoi, hein. Alors pour aller chercher, ben, c'est bien d'avoir des réservoirs qui sont pleins pour pouvoir faire ça. Alors, 40 000 €, c'est un gros budget, c'est vrai. Mais Dieu a permis, jusqu'à aujourd'hui, on a 11,5% de la somme nécessaire, c'est-à-dire plus ou moins 5 000 €, qui est un début. Et oui, on est bien loin du montant total, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais nous avons un Dieu qui peut nous surprendre et travailler parmi ses enfants, vous, d'une manière à laquelle nous ne pouvons jamais nous attendre, en prouvant qu'il est celui qui est capable de faire infiniment plus que ce que nous pensons ou ce que nous imaginons. Dieu, à maintes reprises, nous a épatés. Je vous ai raconté, n'est-ce pas, pour la littérature il y a 2 ans. On a fait une annonce, 2 jours plus tard, on avait les 5 000 €. Vous voyez? On ne s'attendait pas à ça du tout. On dit, oh, ça prendra le temps que, si, et c'est, et là, hein. On a vite dans des excuses. Et puis pour finir, Dieu nous épate. Dieu nous surprend, n'est-ce pas? Et nous espérons que Dieu va nous surprendre aussi de cette manière. Alors priez avec ferveur pour que Dieu envoie la somme restante pour que nous puissions commander ce véhicule. Je ne pense pas que c'est cette année que nous allons commander, sauf bien entendu si Dieu permet à ce qu'on ait l'argent nécessaire, n'est-ce pas, et pour pouvoir faire les différentes commandes pour ce véhicule. Alors voilà, pour terminer, juste des projets qui ont été réalisés. Et la première, c'est la tour d'eau.
là-bas, nous n'avons pas d'eau courante, ok? Nous n'avons pas d'électricité qui vient du système national, ok? On est en brousse, on a de l'électricité, on a un système de panneaux solaires qui nous aide, avec un onduleur, avec 8 batteries, etc., qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir tout ce que nous avons besoin. On vit bien quand même là-bas, et pour ceux qui sont venus, vous avez vu que c'était voilà, la ville dans la brousse, quelque part, hein, parce qu'on a facilité des choses. Mais voilà, quelques petites améliorations du système. La tour d'eau, elle avait été construite déjà depuis un petit temps, mais on est en train de la finaliser. Et là, on avait un projet de faire un forage pour avoir de l'eau. Et donc, là, on est en train de terminer les plateformes, n'est-ce pas? Et là, on mettait les 2 barres de support, n'est-ce pas, qui viennent ici, ces 2 barres-là, elles étaient très très lourdes, et on est en train de les placer avant de finaliser pour mettre les traverses ici, qu'on a dû souder là-bas en haut, pour éviter que, éventuellement, avec les grands vents, etc., qu'il y ait un changement de cela. Donc, voilà. On a dû acheter tous les matériaux. Tous les matériaux, nous avons acheté à 600 km. On a dû les faire venir. On a dû louer des camions pour pouvoir faire venir tout ce matériel, pour pouvoir faire tout cela. Donc Dieu a pourvu à ses grands besoins, hein, pour pouvoir faire tout cela. Et bien entendu, voilà, la plateforme est terminée. Et là maintenant, on est en train de se préparer pour pouvoir maintenant mettre les tanks. Alors là, on avait les tanks. Et il a fallu les monter. Là-bas, pas question d'appeler une grue ou quelque chose ainsi pour venir nous la soulever, nous la mettre sur place, n'est-ce pas, hein? Alors là, avec toutes mes photos, j'ai fait un petit montage là pour vous montrer un petit peu comment on a monté les différents tanks à eau. Et là, donc, vous avez cette toiture ici qui est un bâtiment qui se trouve sur le côté ici. C'est celui-là que vous voyez là. Et puis, il nous restait des tôles ondulées de 6 mètres de long. Nous avons déposé par terre, comme vous voyez ici, on a mis un truc, des lanières. Ça, c'est Jérémy de Valeriola. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous pourraient le connaître, n'est-ce pas, qui est venu nous visiter en 2019 aussi. Et il était justement là pour ce projet, donc il nous a bien aidés. Et puis de là, eh bien voilà, allez, tirez, hop, on monte, on pousse, et on arrive à la première toiture là pour pouvoir arriver à moitié, hein, de ça. Et puis après, bien sûr, il y a l'autre de moitié, la deuxième phase, même système, sinon que là on est sur une toiture déjà, c'est pas sur le sol, donc peur de glisser, etc. Et là on a fait la même chose, et on a monté donc le tank ici, là, pour le monter, pour avoir les 2 tanks là-bas en haut, pour pouvoir monter tout cela. Alors, là on y est presque, vous voyez les deux ou 3 là-bas qui poussent, enfin qui tirent plutôt, hein, et puis comme elle était engagée comme ça, ben, il a fallu la mettre comme ça pour pouvoir la glisser. Et là, ils ont dû monter les tôles pour pouvoir la glisser complètement. Et voilà le travail donc terminé. Et puis, notre cher Jérémy là-bas, qui était déjà assis lors de la première photo, est encore assis maintenant à se demander s'il travaillait vraiment, quoi, hein. Et j'ai fait une petite remarque là avec un de nos ouvriers. Ah, celui-là, il a encore choisi la belle place, hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai, il a bien travaillé. On a eu le privilège, la joie de l'avoir avec nous. Mais c'est bien d'avoir une tour d'eau, c'est bien d'avoir des tanks, mais il faut les remplir maintenant pour pouvoir faire notre système d'eau. Et là, c'était le projet forage dont nous avons parlé déjà depuis plusieurs années et qui a été réalisé donc en 2019, novembre-décembre 2019. Jérémy n'était pas là, il a dû partir juste un peu avant. Et là, concernant ce projet forage, eh bien, alors, on est où là? Voilà. On avait fait plusieurs devis avec des vraies entreprises qui ont ces gros camions, avec un truc qui monte ainsi, avec des forêts qui creusent, etc. Tout se fait par machine, par pneumatique, etc., etc. Et on s'était renseigné pour savoir, mais comme on vit en brousse, eh ben, le transport pour aller là et revenir coûtait presque aussi cher que de faire le forage lui-même. Alors, on a décidé de voir autrement. Et puis un jour, on a rencontré des missionnaires que nous connaissions d'ailleurs, mais que nous ne savions pas qu'ils faisaient ce travail. Et eux, ils étaient engagés dans l'endroit où ils sont à faire des forages dans les villages pour permettre aux villages d'avoir des puits et pour avoir des forages avec des pompes, pour qu'ils puissent avoir de l'eau de source. Et donc, nous nous sommes mis en contact avec eux et ils nous ont fait un devis. Eh bien, le devis de $10 000 est passé à $4 000. Et, mais la seule différence, c'est qu'ils ne venaient pas avec des gros camions, tout ne se faisait pas avec des machines, c'était à l'huile de bras.
à l'huile de bras. Okay? Et donc, vous voyez ici, on a pu trouver un endroit. Tout au début, on avait fait là-bas tout en haut. Donc, là, ça monte et la mission, elle est là-bas en haut. Eh bien, on avait trouvé un endroit où on a pu trouver de l'eau. Et vous savez, là-bas, pour trouver de l'eau, n'est-ce pas, on n'a rien de très spécial. Hein, 2 petites barres de fil électrique en cuivre, n'est-ce pas? Et puis, vous allez avec vos fils électriques en cuivre comme ça, et vous allez comme ça, et puis vous voyagez, vous vous traînez comme ça, et puis tout d'un coup, si vos fils, si votre truc en cuivre fait comme ça, là, il y a de l'eau. Et c'est vrai. Ils ont commencé à creuser, dans un premier temps, c'était dans l'enceinte de là où nous vivons, n'est-ce pas? Et là, eh bien, ils ont creusé. À 11 mètres, ils ont trouvé de l'eau, mais c'était une eau très argileuse, avec beaucoup d'argile autour, et donc le rendement pour pomper l'eau aurait été difficile. Et c'est ainsi qu'on est venu en bas de la colline, donc on est sur une petite hauteur. Vous avez vu la toute première photo, on a montré le coucher de soleil, n'est-ce pas? Eh bien, là, elle est prise d'en haut, et dans le contrebas, là, on est au niveau du lac, et donc l'eau est assez haute, n'est-ce pas? Et là, ils ont pu trouver de l'eau, on est allé là. Là, on n'a même pas dû prendre nos petits trucs électriques, là, pour pouvoir savoir. On savait qu'il y avait de l'eau là, il n'y avait pas de souci. Et ils ont trouvé de l'eau à 7 mètres de profondeur, et ils ont foré jusqu'à 17 mètres 50. Alors, tout se fait à la main, vous voyez cette petite clé-là, c'est comme si c'était une clé anglaise, ils la mettent sur un truc carré comme ça, vous avez le forêt qui descend, et puis ils sont là en train de faire comme ça, à chaque fois. Et des fois, j'ai une autre photo où il y a quelqu'un qui est là-dessus, il met du poids dessus pour justement pouvoir aller un peu plus rapidement. Et donc, tout se faisait à la main, il a fallu 3 semaines pour faire tout cela. Alors qu'avec les camions, en une journée, on aurait tout fait, ils auraient mis les tuyaux, ils auraient mis la pompe, ils auraient tout raccordé en une journée. D'accord? Donc voilà. Et donc ici, voilà. Donc quand ils ont pu trouver de l'eau, ils ont placé les câbles, ils ont mis la pompe, le tuyau de sortie, et on a fait une première tentative pour voir comment ça allait avec leur groupe électrogène, et on a trouvé beaucoup d'eau. Vraiment, c'était un rendement qui était vraiment très très bon. Alors on a été très très contents. On a décidé qu'on allait faire un petit socle de béton ici pour pouvoir sécuriser le tout. C'est ce que vous allez voir dans la prochaine photo. Voilà, quelques photos en vitesse là. Et donc vous voyez là on est prêt. Là vous avez le petit le coffrage ou le caisson, n'est-ce pas, qui va venir ici au-dessus pour pouvoir un coffret, c'est comme un coffre-fort si vous voulez, parce que là-bas il faut mettre des antivols, n'est-ce pas, ou sinon on vient vous voler un tas de trucs, on vient vous démonter des choses. Donc là-bas le coffret, le caisson a été mis, là vous le voyez avec le ciment tout autour, là c'est la tranchée où l'eau va maintenant monter pour aller vers la mission. Et ici vous avez tout le système déjà raccordé ici, avec les tuyaux, le câble électrique et tout est prêt, il ne reste plus que maintenant à travailler en haut. Alors pendant que ceux qui travaillaient en bas, eh bien, il y en avait d'autres qui travaillaient en haut, qui creusaient les tranchées, de là-bas tout en bas, vous voyez là-bas, là c'est là où il y a le caisson avec la pompe, et il fallait remonter, et puis de là on vient ici, et puis de là on va dans les tanks. Et donc c'était beaucoup de travail, c'était un beau projet, j'ai beaucoup apprécié. Ça s'est bien passé. Et puis, quand tous les tuyaux ont été mis, eh bien, il a fallu venir avec Madame la ministre des Affaires, je ne sais pas comment, hein, et Rita était là, et on a pu pomper de l'eau, et tout s'est bien passé. On avait un très très bon rendement, un peu moins que celui qu'on avait en bas, parce qu'il ne fallait pas aller aussi haut. Là, on a un dénivelé par rapport au bas. Donc, le dénivelé par rapport à là en bas à là, on a à peu près 50 mètres de dénivelé pour pouvoir pomper. Alors, il a fallu une bonne pompe pour pouvoir faire ça. Et tout cela fonctionne avec le système solaire que nous avons, qui nous donne de l'électricité. Alors, voilà. Je pense qu'on arrive au bout. Ouais. Et voilà, pour terminer, eh bien, il ne reste plus qu'à raccorder les tanks, comme vous voyez là. Alors, on va terminer avec des sujets de prière, comme nous le faisons d'habitude, n'est-ce pas? Et depuis notre dernière tournée missionnaire en 2019, début 2019, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Il nous est difficile de tout vous raconter. Nous avons eu aussi notre lot d'épreuves, surtout en 2022. 2022 a été une année noire pour nous. Beaucoup de choses, je dirais, négatives,
le Seigneur nous a permis de pouvoir les traverser, n'est-ce pas? Mais voilà, on ne peut pas rentrer dans des détails, mais voilà, on a eu notre lot d'épreuves en 2022 qui a été une année difficile pour nous. Mais on dit merci, merci au Seigneur de ce qui nous a été fidèle dans son soutien pendant ces moments difficiles et ces moments durs. Merci aussi à votre intercession aussi à ce sujet. Alors on veut terminer avec des sujets de prière. On va vite les passer en revue et puis après je céderai la place à mon ami Kylian. Alors, certains sujets sont toujours d'actualité. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux. Donc voilà. Alors, l'école biblique à Kashikishi, c'est une petite école qui est à 120 km de chez nous. Et on me demande assez régulièrement d'aller enseigner là-bas. Donc je le fais assez régulièrement. On a un service de parrainage pour les étudiants qui veulent aller à l'école biblique. Nous payons leur transport aller-retour parce que ça leur coûte assez cher. Le transport aller-retour leur coûte presque aussi cher que le Minerval pour 3 mois pour rester là-bas. Alors, ça coûte quand même assez cher. Alors, nous leur offrons le transport et eux, ils doivent fournir maintenant ce qui est nécessaire pour là-bas. Alors que Dieu soutienne les étudiants dans leur cycle d'études. Et puis, notre désir, c'est comme tout étudiant qui va à l'étude biblique, qui va à l'institut biblique, c'est qu'ils deviennent des piliers dans leur famille d'abord, mais aussi au sein de leur communauté. Priez pour l'église locale de Yakobo, c'est l'église où nous nous réunissons lorsque nous sommes là-bas. Hein, l'église a du mal à reprendre suite au Covid-19, comme la plupart de nos églises ont eu la même difficulté ici en Belgique, n'est-ce pas? Et puis on demande que Dieu suscite des hommes et des femmes prêts à servir fidèlement. Priez pour les assemblées dans la région, qu'elles restent unies, qu'elles restent ancrées dans la parole de Dieu, que leurs dirigeants soient aussi des exemples et des piliers spirituels pour les chrétiens dans leurs communautés respectives. Alors, pensons à ce programme de nutrition pour les bébés. Priez pour que le Seigneur puisse fournir les fonds nécessaires aussi afin de poursuivre ce programme. Comme Rita l'a dit, nous avons 10 bébés pour le moment, on n'en veut pas plus tant qu'on n'est pas retourné là-bas, parce qu'il faut acheter le lait. Le lait, souvent, on sait en avoir un peu sur place, mais il faut l'acheter en ville, et donc il faut aller beaucoup plus loin pour avoir les quantités dont nous avons besoin. Donc là, on va rester à ça pour le moment, et quand on rentrera, je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui vont rejoindre la liste de nos petits bouts de chou, comme on dit. Alors, priez pour une relève missionnaire. Alors, relève missionnaire, eh bien, cette requête pour nous, elle est importante. Nous, voilà, 30 ans que nous sommes là-bas, et on souhaite aussi que le Seigneur puisse nous aider à trouver quelqu'un, un couple qui pourrait éventuellement venir, pas pour prendre notre travail, mais pour être avec nous dans le travail, collaborer ensemble, même si eux ont d'autres objectifs, mais qu'il y ait une présence là, afin que le jour où Dieu nous rappellera, hein, tout à l'heure tu as parlé de l'appel de Moïse, de Jonas, etc., bien Dieu les a appelés, mais quand Dieu nous appelle à travailler à l'étranger, il arrive un moment où il nous rappellera à revenir au pays. Alors ce temps n'est pas encore là, tant que nous avons les santé nécessaires, eh bien nous continuons à travailler et à servir le Seigneur là-bas. Alors priez pour cela, c'est un sujet qui est important pour nous. Alors, priez pour le centre biblique, on en a parlé assez bien, c'est un outil essentiel pour propager l'Évangile. Priez pour les responsables, le travail de traduction en cours, le stand au marché local tous les 21 du mois, et pour le projet du renouvellement de la littérature, dont le budget est estimé à 5 000 €, transport compris, vers la Zambie. Priez pour le personnel de la mission, il est toujours là pour le moment, il veille sur la mission, il y a un rota de travail pour qu'il soit là 24 heures sur 24 pour éviter le vol et les saccages, etc. Donc, priez pour nos collaborateurs là-bas qui veillent sur le bon fonctionnement de celle-ci pendant notre absence. Priez pour la suite de notre séjour en Belgique. Nous sommes ici déjà depuis le mois de mai, mi-mai. Nous espérions partir le 12 octobre, mais il est très possible, comme vous le verrez dans le dernier sujet de prière, que nous allons reporter notre retour de plus ou moins 4, peut-être même 5 semaines. On n'est pas sûr encore, puisque nous n'avons pas terminé, ou les choses n'ont pas évolué comme on l'aurait souhaité pour certaines choses que nous étions engagés ici en Belgique. Alors, que le Seigneur nous protège dans nos déplacements et pour aussi les rencontres missionnaires afin de susciter de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Le besoin urgent d'un véhicule utilitaire, n'est-ce pas, 26 ans, dans sa 27e année, le budget de 40 000 €, eh bien que Dieu pourvoie aussi à ce besoin important. Et puis, la petite dernière, notre prochain retour reporté vers la deuxième moitié du mois de novembre. On prie pour notre santé, hein, vous l'avez fait,
dans le courant de cette semaine, je le sais, et je vous remercie pour cela. Vous avez fait du beau boulot. Alors merci pour vos prières. Priez aussi pour nos divers besoins. Alors, une dernière photo, je vous la laisse afin que vous puissiez la lire, et je laisse le flambeau à Kylian. Alors, j'espère que ce court exposé aura permis que vous puissiez réaliser les nombreux besoins de la mission et que Dieu dispose vos cœurs en notre faveur et surtout en faveur de son œuvre, l'œuvre de Dieu là-bas. Pas pour nous, mais pour l'œuvre de Dieu là-bas. Merci encore pour cette journée. Merci à l'avance aussi pour votre générosité pour l'œuvre. Alors,